Tout d'abord, merci à Isabelle et à Simon de m'avoir intégré dans le programme. Je vais introduire un peu de dissonance par rapport au thème précédent, mais peut-être que ça pourra favoriser d'autres réflexions. En tout cas, on va parler d'innovations technologiques qui sont toujours forcément des innovations sociales, avec un outil d'intelligence artificielle. Et je vais commencer en parlant d'intelligence artificielle, mais avec des mots très très simples, puisque c'est quelque chose que je ne domine pas techniquement, mais je pense que tout le monde s'entend pour se dire qu'un robot soignant qui va prendre soin de nos parents, grands-parents, qu'on va... avec lesquels on va collaborer. Voilà, ça c'est de l'intelligence artificielle. De façon plus évidente, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, une espèce d'autonomie de la machine, du système. Plus proche de nous, de façon plus subtile dans les systèmes de santé, il y a les outils d'aide à la décision que les cliniciens peuvent utiliser pour analyser des données visuelles, des données textuelles. Par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler à travers les médias, mais l'identification des cancers de la peau, de plus en plus, on met en place des algorithmes qui soient plus efficients que certains dermatologues. C'est encore à l'aide de tests, mais là, on parle d'intelligence artificielle plus subtile, donc pas un robot qui va venir dans le système de santé. Et on en parle beaucoup, pourquoi? Parce qu'il y a un gros potentiel. Apparemment, je parle de potentiel et pas de résultat, parce qu'on est encore vraiment à l'état de test. Mais pour la réduction des coûts, des gains d'efficacité, apporter plus de sécurité dans les pratiques de soins, on a l'impression que quand on lit la littérature médicale sur l'intelligence artificielle, une nouvelle révolution est en marche. Or, quand on parle avec les acteurs, etc., on voit quand même qu'on est au premier balbutiement de certaines innovations qui amènent pas mal de scepticisme, des interrogations, comme je vais vous le montrer. Et moi, je replace souvent le débat avec la littérature en disant l'intelligence artificielle, on l'aborde de façon un peu à part, mais il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui sur l'implantation des technologies de l'information. Et si vous prenez ces outils que je vous ai cités, c'est bel et bien des outils de technologie de l'information qui vont gérer des données, les stocker, les transférer, etc. Donc on parle d'outils qui sont étudiés depuis longtemps par la littérature. Je vous parle par exemple des systèmes d'informatisation des pratiques, etc. Et si on le replace dans le débat, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés d'implantation en fait. Ces outils, ils perturbent les routines, souvent ils ne sont pas appréhendés comme étant utiles par les professionnels, parfois on les juge dangereux, puisque on passe plus de temps à s'occuper du système que de nos patients. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de problèmes, parfois de scepticisme sur l'implantation de ces innovations de la part des cliniciens. On parle des médecins, des infirmières, des commis qui s'occupent souvent de la place un peu matérielle de l'implantation de ces technologies. Et ce qui est né de toutes ces études, qui me semble de mon regard un peu récent, ancienne, c'est qu'il faut toujours impliquer les utilisateurs futurs dans l'implantation, donc c'est un peu la première leçon, et aussi que l'intention doit être portée particulièrement au complexe d'implantation, parce qu'on dit toujours, bon, cet outil semble efficace, mais qu'est-ce qui se passe dans ce terrain donné, dans cet hôpital, etc. C'est un peu comme deux enseignements, et à ma connaissance, ces enseignements ne sont pas pris en compte lorsqu'on regarde les technologies d'intelligence artificielle. On a l'impression qu'ils vont apporter tant de bénéfices, mais dans les faits, est-ce qu'ils répondent à des besoins réels? Comment ils vont être acceptés par les professionnels de santé? C'était une interrogation assez prégnante pour moi. Et c'est pour ça que j'ai posé 2 questions de recherche dans ce projet. Alors, je tiens à dire qu'il est en cours, il est assez récent, j'ai commencé en janvier. Donc tout ce que je vais vous présenter sont des interrogations, des premières interprétations. Donc vraiment, n'hésitez pas même après dans la phase de questions à questionner plusieurs choses, parce que c'est encore pour moi un peu à l'état de maturation dans ma tête. Mais les 2 questions seraient, qui ont guidé après mon analyse de données, c'était comment les différentes parties prenantes du processus d'implantation de cet outil ont appréhendé la nature de l'outil. Qu'est-ce que c'était cet outil d'intelligence artificielle, ses effets, et aussi en quoi leurs interprétations vis-à-vis de l'outil ont orienté leurs actions. Donc vous voyez 2 questions qui sont assez vastes. Vous allez voir que ça va prendre du sens quand on les différencie, on les compare entre professionnels de la santé. Alors j'ai utilisé un cadre théorique qui est celui de Aulikowski et Gash, qui a été défini en 1994. C'est un cadre qui s'appuie sur des études socio-cognitives en théorie des organisations. Et le but, c'est de se demander d'une vision un peu interprétativiste, quelles sont les hypothèses qu'ont les agents face à une technologie, quelles sont leurs attentes, quels sont finalement les filtres qu'ils utilisent mentalement pour les appréhender, et en quoi toutes ces interprétations vont guider leurs actions. Actions d'adoption, de résistance,
de contournement, d'appropriation, donc une panel d'actions, mais en fait qui sont guidées par la manière dont on fait sens de la technologie. Donc l'interprétation, elle est placée au centre d'un processus d'implantation. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans ce cadre, parce qu'on peut étudier les incongruences. Donc typiquement, Orlikowski et Gash, ils ont étudié comment les interprétations de la technologie des développeurs, donc ceux qui font l'outil, sont différentes de celles des utilisateurs. Et ça crée des résistances assez importantes dans les organisations. Et puis il y a une nouvelle littérature, plutôt dans les années 2000, qui s'intéresse à la dynamique des cadres interprétatifs. Donc ils ne sont pas les mêmes au début de l'implantation, et puis ils évoluent à fur et à mesure qu'on entre dans ce processus, que je trouvais très intéressant. Même si mon terrain là est de 4 mois, je peux déjà voir une grande évolution, même de façon rétrospective avec le début de l'implantation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à porter sur cette évolution des cadres interprétatifs dans une implantation technologique. Donc pour l'outil en question, alors je l'ai rebaptisé Story. Pourquoi je lui ai donné un nom? C'est parce que c'est très important quand les acteurs nomment un outil d'intelligence artificielle, on a l'impression qu'ils font une personnalisation ou une anthropomorphisation un peu de l'outil. Où celui-ci semble agir tel quel, prendre des décisions, etc., avoir un processus mental, c'est assez intéressant. Et quel est cet outil? Je vais essayer de résumer. Il est présenté comme un outil de triage et de diagnostic qui vise à faciliter la transmission d'informations des patients vers les médecins urgentologues. Un patient qui va arriver à l'urgence, s'il est jugé apte, va être invité à remplir un questionnaire intelligent sur une tablette. Donc il va à une borne à l'urgence après avoir été trié, avoir fait son processus d'enregistrement, et puis on lui demande sa raison de consultation. Donc pourquoi venez-vous aujourd'hui? Il y a un système d'analyse naturelle du langage qui va identifier cette raison de consultation qui va entrer avec un système de pathologie. Et puis un questionnaire se met en route qui va évoluer à mesure que le patient répond aux questions pour éloigner des pathologies. Le but c'est de, en fait, essayer d'éliminer des cas. Donc le patient ne répond pas par des mots, mais par oui, non. Donc avez-vous mal à la gorge? Oui, non. Et on va cibler des autres comme ça. Je vous inquiète. La participation est optative. Donc, qu'est-ce que ça gère à la fin, ce questionnaire? Une note médicale. Donc ça veut dire que c'est une note qui est écrite. Ils ont essayé, les concepteurs, que cette note médicale reproduise une note d'interne qui soit bien écrite avec des termes médicaux à partir des réponses données par le patient. Peut-être que c'est bien que je montre un peu comment ça se présente tout de suite. On peut voir qu'on présente d'abord les antécédents du patient. Et là, vous voyez des plus, c'est là où le patient a répondu oui, et puis vous avez compris, c'est non. Donc on peut voir qu'il y a des pertinents négatifs par la suite. Donc tout ce dont il répond non va apparaître dans des pertinents négatifs, et oui, des pertinents positifs. Et lorsqu'il va reproduire un peu l'histoire de sa maladie, donc j'arrive pour un mal de tête, depuis combien de temps, 4 jours, tout se reconstruit sous la forme d'une histoire médicale qui semble cohérente. On va voir après ce que pensent les médecins. Donc, et l'outil aussi, il a un autre potentiel. On dit que c'est un outil de diagnostic et de triage, parce qu'à partir des réponses données par le patient, il donne des diagnostics différentiels qui potentiellement pourraient donner naissance à des ordonnances collectives, mais ces diagnostics ne sont pas montrés aux médecins pour des raisons de sécurité qui ont été décidées par les concepteurs. Et il donne aussi une cote de triage qui a le potentiel de se substituer à la cote de triage qui est actuellement utilisée à l'urgence. Mais là, vous imaginez qu'il y a des problèmes de réglementation très forts et des résistances aussi. Donc, ces deux aspects, diagnostic et code de triage, je les mets de côté. Ce qu'on va s'intéresser, c'est la note médicale en question. Donc, cette production de cette feuille qui semble, en théorie, devoir faire gagner du temps au médecin pour deux aspects. Un, je vois l'histoire du patient rapidement, je pourrais le questionner plus rapidement. Deux, j'ai pas besoin d'écrire beaucoup de choses à la fin pour ma note, je assure des choses qui me semblent pas cohérentes, et puis, en gros, ma note de médecin est faite. Ça, c'est la théorie. Donc, disons, la volonté des concepteurs. Le prescrit. Voilà, le prescrit. Juste à noter, l'outil a été fait par 4 médecins, dont 3 sont médecins urgentologues. Donc on a l'impression qu'il émergerait d'un besoin du terrain, ce qui peut vous intéresser. Non, mais c'est vrai. Par l'eau d'innovation qui émerge des gens qui identifient des besoins dans l'organisation, en voilà une. Pour ma recherche, rapidement, j'ai conduit 18 entrevues avec les concepteurs, donc les médecins urgentologues, et puis des managers de l'entreprise qu'ils ont constituée pour cet outil, des gestionnaires du centre hospitalier en question, où ça a été implanté à titre de pilote, des médecins urgentologues qui ne voulaient pas parler avec les concepteurs lors des focus group, donc je suis un peu allée derrière eux pour parler avec eux, des infirmières aussi. J'ai pas réussi à parler avec des commis,
qui s'occupaient de l'implantation, notamment de l'impression, de la note médicale qui devait être glissée dans le patient. Ils n'avaient absolument pas beaucoup de temps, donc là c'est quand même difficile de les approcher dans la recherche. Et puis j'ai fait des observations de rencontres, de meetings, du milieu d'implantation. Et pour l'analyse de données, très rapidement, j'ai reconstruit un peu l'histoire de l'outil avant mon arrivée sur le terrain. Puis j'ai fait une analyse thématique de l'ensemble des données, vraiment avec un aspect émergent. Donc je voulais voir quels étaient les thèmes, les interprétations qui émergeaient de mes données. Je les ai catégorisées pour pouvoir obtenir, selon la théorie que je vous ai présentée, des cadres, des domaines de cadres technologiques, des types d'interprétation des acteurs. Puis après, j'ai refait une étude individualisée de chaque d'entre eux pour faire des comparaisons et analyser l'évolution des interprétations au cours du temps. Et rapidement, donc je vous ai mis ici des verbatims avec des thèmes pour chacun des domaines de cadres technologiques. Donc, considérant la nature de la technologie, donc pensons à Story, donc quel serait son rôle, sa nature à l'urgence selon les différents types d'acteurs. Donc pour les concepteurs, urgentologues, c'est un outil qui va permettre de rendre le processus de triage plus rapide, plus efficient. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que pour eux, le triage humain est complètement inefficient, désorganisé, variable, n'apporte aucune information pour un médecin. Je ne pense pas que ça reflète l'opinion de tous les médecins urgentologues, mais ils sont partis de l'idée critique de la note que me fait l'infirmière, quand elle est de bonne humeur, ça va, sinon c'est complètement inefficace. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont livré ça, mais apparemment ça me semblait très sincère. Et on a bien vu que leur but, c'était d'amener Story et que l'outil remplace le processus inefficient du triage. Or, il y avait des normes. On ne peut pas demander à un patient d'arriver à l'urgence et de passer 7 minutes à remplir un questionnaire s'il y a un risque de vie ou de mort. Donc, c'est un peu ça le problème. Non, mais concrètement. Voilà. Et deuxièmement, les infirmières doutaient vraiment qu'on puisse évaluer l'histoire, la raison de consultation d'un patient, son niveau de douleur, parce que l'outil demande à un patient avec mal de 0 à 10, par un jugement d'une machine. Et ce que je trouvais très intéressant dans mon entrevue avec cette infirmière, c'est qu'elle me disait, mais cet outil ne pourra jamais remplacer le processus humain. Et elle mettait beaucoup l'accent sur le jugement clinique. En fait, elle me disait, les médecins, c'est les pires personnes pour faire du triage. Elle m'a dit, c'est les pires personnes pour faire du triage. Logiquement, ils vont tout de suite penser diagnostic. Or, moi, je pense, est-ce qu'il a besoin de se coucher sur une civière? Est-ce qu'il peut être ici avec moi? J'ai comme un jugement très multiple, complexe. Il y a du non-verbal, du verbal. Et je trouve que cet aspect humain qu'elle remettait en avant, c'était pas seulement une peur de la technologie va me remplacer. Non, c'est la technologie peut amener des problèmes, soulever des dangers dans la vie du patient à l'urgence. Un autre domaine qui me semble intéressant, c'est comment les professionnels envisagent l'intégration de cet outil dans les pratiques. Alors, il faut se rappeler que quand le patient remplit le questionnaire dont je vous ai parlé, après il y a une note médicale qui est imprimée. On pourrait se dire, c'est bizarre, un outil d'intelligence artificielle rajoute une tâche avec de l'impression. Mais oui, c'est ce qui se passe dans beaucoup de processus en test. Quand il n'y a pas d'intégration avec les systèmes d'information, on imprime pour que les gens puissent voir la note. Donc, il est imprimé. Mais qui l'imprime? C'est les infirmières, les commis. Pour eux, c'est une tâche supplémentaire. Je suis allée voir leur travail. Ils doivent ouvrir une fenêtre, voir si ça a été rempli, le questionnaire, imprimé. C'est une charge mentale considérable. Donc, bien sûr, beaucoup oublient d'imprimer. Donc, pour les médecins, l'outil n'est pas assez utilisé parce que les commis n'impriment pas. Donc, ils se renvoient tous la faute comme ça. J'ai senti un ras-le-bol dans mes entrevues où l'implantation ne marche pas, les médecins ne lisent pas et c'est toujours notre faute. Nous, les infirmières, on n'imprime pas. Mais ça, ce n'est pas notre job. C'est pas un travail de soin infirmier, ça ne rajoute pas de valeur ajoutée dans nos tâches, etc. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'aspect humain quand même de l'implantation. Et pour beaucoup de médecins, parce que là, on rentre un peu dans le cas de note médicale, cette note que je vous ai présentée, qui avait l'air très claire, cohérente, elle pourrait faire gagner du temps, pour beaucoup de médecins, c'est une tâche supplémentaire, parce que la note arrive et pour eux, il y a un enjeu médico-légal. C'est-à-dire tout ce que le patient a inscrit, a répondu au questionnaire, si on ne prend pas en compte ce type d'information pour vérifier si c'est vrai, etc., pour le médecin, c'est un risque qu'après une information reste dessus, qu'il n'ait pas regardé, quelque chose qui, par la suite, peut lui causer un préjudice. Et ça, c'était très fort. Et puis, il disait que souvent, les histoires n'avaient aucun sens. C'est-à-dire que quand le cas est simple, c'est bien, je vois une note claire, mais finalement, je n'aurais pas pris beaucoup de temps à écrire et à comprendre le patient qui arrive parce qu'il a mal à la gorge. Par contre, pour des cas très lourds, qui disaient à l'urgence, quand même des gens qui n'arrivent pas avec une raison de consultation, mais qui parfois n'ont pas vu un médecin de famille depuis des années, qui arrivent avec des problèmes multidimensionnels, répétition, pour eux, cet outil ne sert strictement à rien.
Et souvent, quand le patient répond au questionnaire, il va dire oui à beaucoup de choses. Donc à la fin, vous imaginez la note, ça part de l'orteil à l'oreille. Enfin, c'est pas, ça ne les aide pas du tout. Et ça, je trouve que c'est quand même un résultat qui est assez important. Quelqu'un me disait, bah, ça prend une tangente, ça va complètement à côté. Et enfin, sur l'utilité et la valeur de la technologie, donc c'est un troisième cadre que j'ai identifié dans les données. Pour les infirmières, je trouvais ça très intéressant. Elles me disaient, écoute-moi Cécile, l'idéal, c'est que je ne sois pas impliquée dans les premières phases de l'implantation, mais quand l'outil il marche bien, on a bien vu qu'il fait des bons diagnostics, qu'il a un bon code de triage, je serais ravie qu'on l'utilise pour faire des ordonnances collectives qui nous donnent plus de pouvoir, nous, aux infirmières, au niveau de l'urgence. Donc il existe déjà des ordonnances collectives dans beaucoup de centres d'urgence, mais le centre où j'ai travaillé, c'est pas du tout bien fait. Il y a beaucoup de résistance des radiologues, par exemple, des médecins, pour mettre en place des ordonnances collectives. Donc, elles seraient ravies qu'à ce moment-là, elles soient avec le questionnaire, qu'elles encadrent le patient, et qu'elles puissent après avoir la main d'œuvre pour prescrire des labos, etc. Pour les médecins, bon, vous imaginez, tous ceux que j'ai interrogés étaient contre cette idée d'ordonnance collective, donc ça c'est un aparté. Pour eux, cet outil n'est pas adapté au contexte de l'urgence, puisqu'ils imaginent qu'on a fait cet outil pour les remplacer dans le questionnement du patient. Or pour eux, cette relation personnelle, elle est indispensable. Il y en a certains qui disaient, ben, on est là pour écouter, et d'autres qui disaient, de façon très pragmatique, si j'écoute pas le patient, il ne sera pas compliant au traitement. Donc il me disait, le patient il a attendu 4 heures à l'urgence, il vient pour rencontrer un humain, pour être écouté. J'ai beau savoir très bien pourquoi il vient de remplir le questionnaire, il faut que je le réinterroge, sinon il va revenir dans 2 jours. Donc, vous voyez, la vision c'était, ça ne me servira à rien parce que de toute façon il faut que j'ai cette période de questionnement qui est très importante pour ma relation avec le patient. Et si on s'intéresse à la dynamique des cas, donc aux interprétations, j'avais essayé de comprendre pourquoi cette implantation elle ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée puisque je suis actuellement les concepteurs qui, eux, sont convaincus que l'outil est très utile, indispensable, etc. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a 2-3 médecins là, dans les 35 qui ont vraiment adopté, qui ont acheté l'outil, d'autres qui sont complètement opposés et certains qui naviguent. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup finalement interpellée, c'est le médecin qui me disait « mais moi en fait ça m'a un peu traumatisé le moment où j'ai vu une erreur dans la note ». Ou du moins j'ai l'impression que ça allait me guider vers un mauvais diagnostic. Il y en a beaucoup qui étaient amis des concepteurs, qui adoraient l'outil, qui se sont dit ça va nous aider, mais le moment où ils ont vu que ça allait mener à une mauvaise piste, c'est comme si leur cadre d'interprétation s'est cristallisé. Après, ils revoyaient de nouvelles notes médicales, mais ils étaient tellement réticents à l'utilisation qu'ils se disaient celle-là je la barre, je mets à la poubelle, je fais comme si je ne l'avais pas reçue. Donc ça me semble quand même assez important. Et bon, je vais un peu agir sur les stratégies que sont en train de mettre en place l'administration pour forcer les patients à utiliser l'outil, mais ça aussi, c'est quand même assez gênant. Mais comme c'est en cours, on peut peut-être le passer. Moi, il y a quand même des implications pratiques que je voudrais mettre en avant pour conclure. C'est qu'on a demandé aux médecins de participer à des focus group pour donner leur retour sur l'outil. Et je veux dire, c'est une bonne perspective dans le sens où c'est un projet pilote, donc ils sont en adaptation. Mais aucun médecin presque n'est venu. Donc, à part 2-3 qui déjà étaient convaincus que l'outil était formidable. Donc, moi, ce que je leur disais aussi, c'est leur avez-vous parlé individuellement, puisque beaucoup me disaient, mais moi, si on me demande mon avis, je vais aller les voir, s'il y a des collègues, je vais leur parler, mais ils ne sont jamais venus me voir pour me demander ce que je pensais. Donc, je pense que cette question, surtout dans l'usage technologique qui est particulier de chaque individu, il faut absolument organiser des moyens peut-être informels de parler avec chacun d'entre eux. Ces focus group, je ne sais pas si ça fonctionne dans d'autres milieux, mais dans celui que j'ai vu, c'était complètement inefficace. Ils organisent des conférences pour présenter l'outil, ils envoient des courriels. Les médecins les lisent à peine. Donc, ça, c'était mon point de vue. Après, pour l'implication, on dit souvent qu'il faut impliquer les gens dans le projet, etc. Il faut savoir que dans des outils aussi complexes, l'implication, ce n'est pas forcément extrêmement évident. En même temps, j'ai l'impression qu'on a beaucoup impliqué les médecins, donc les utilisateurs finaux, mais très peu le reste du personnel. Quand on parle aux commis, aux infirmières, c'est beaucoup moi il est arrivé ce projet-là, c'est un de plus, puis on m'a dit de le faire, je le fais. Or, je trouve ça un peu triste quand même dans l'implantation d'une technologie qui est censée avoir un bénéfice pour les patients, etc. Donc ça serait un peu mais quelques visions pratiques pour une implantation. Voilà, merci.